transformation de ses modes opératoires et de ses modes de faire, mais un État qui en revanche peine à se repenser lui-même, malgré des réflexions dispersées en divers lieux et forums. Et donc la question d'une ressaisie conceptuelle de l'État est posée. Et dans cette démarche intellectuelle et pratique, à la fois, qui marque un souci de soi de l'État, formulée de mon ami Philippe Bezès, spécialiste de réforme de l'État, le souci de soi de l'État, donc c'est une citation implicite de Foucault, voilà aussi. Les deux notions les plus souvent avancées au plan international, c'est celle d'État régulateur, et en France, on en ajoute une, on se balade entre États régulateurs, comme ailleurs, donc la France est bien dans le mouvement du monde, hein. La France n'est pas un village gaulois avec Astérix, c'est coupé des dynamiques de la mondialisation, il faut arrêter avec ces vulvesées et ces foutaises. Et on a bien le débat sur l'État régulateur qui est très fort en France, comme ailleurs, mais on y ajoute, nous, le machin qu'on a inventé, l'État stratège. Une espèce de dialectique entre les deux, si tant est qu'il y a une dialectique, je ne suis pas sûr, mais je vais justement vous en parler. Alors, l'État régulateur, bon, mais ça c'est clair, vous connaissez tous, c'est très international, c'est un produit dérivé de l'économie classique et néoclassique, vulgarisé par les doctrines néolibérales, d'abord dans les démocraties anglo-saxonnes, puis par contagion, diffusion transnationale, etc., du modèle, dans d'autres pays, en des formes, bien sûr, digérées, atténuées, acclimatées en chaque pays. Bien. Quant à l'État stratège, alors là, c'est notre truc en plus à nous, hein, c'est le machin qu'ont inventé certains hauts fonctionnaires français, c'est une figure qui semble plus française, qui a été mise à l'agenda intellectuel par un rapport. La France a la patrie des concours et la patrie des rapports. Les rapports administratifs, comme disait Balzac, un rapport administratif est parfois un apport et toujours un report. Alors, ce rapport dû au préfet PIC, P-I-C-Q, c'est pas PIC, c'est PIC, 1994, le rapport PIC qui s'appelait « Pour un État stratège garant de l'intérêt général ». Vous voyez, déjà ça sonne, noble, c'est peut-être même un alexandrin, il faudrait compter s'il y a 12 pieds. Pour un État stratège garant de l'intérêt général. Bon, j'ai l'air d'auto-ironiser, oui, un peu d'auto-ironiser. Alors, on a le droit de se moquer de soi, ou de son pays. Alors, l'État régulateur et l'État stratège me semblent pouvoir être appréhendés comme deux paradigmes de l'action publique qui sous-tendent ou qui subsument une certaine économie aujourd'hui des pratiques politico-administratives. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que bien qu'ils semblent s'opposer, un questionnement approfondi de leur articulation révèle leurs profondes allitérations, consonances et convergences, et aussi leurs apories communes. Donc, point suivant, une fausse opposition État régulateur versus État stratège. Sur un plan théorique, le paradigme de l'État régulateur et celui de l'État stratège semblent s'opposer. Le débat s'enracine dans la dialectique de l'économie et de la philosophie politique libérale. C'est la réponse à la question « Quel est le principe d'ordre d'une société ? Marché ou hiérarchie ?» Et la théorie de l'État régulateur, cohérente avec l'économie néoclassique dont elle n'est qu'un sous-ensemble, répond « marché, bien sûr ». Et l'idée d'État stratège ne tranche pas complètement dans l'autre sens. Elle ne dit pas hiérarchie. Mais elle répond plutôt que l'État, le marché et la hiérarchie sont conciliables. Alors plus précisément, si on paraphrase une phrase du Premier ministre de l'époque, du rapport PIC, qui était le socialiste Lionel Jospin, Jospin avait dit, dans une formule bien sentie, oui à l'économie de marché, non à la société de marché. Non à la marchélisation de l'ensemble des règles des liens sociaux. C'était assez bien trouvé. Il avait une bonne plume, un bon nègre littéraire, il avait trouvé une bonne forme. Donc, la théorie de l'État régulateur, formalisée en un simulacre d'équation, je dis bien un simulacre, serait en gros État régulateur égale économie de marché plus société de marché égale la fin du politique, ou l'extinction du politique. Vous savez qu'il y avait des tas de débats dans les années 70 sur la fin du politique, après fin des idéologies, etc. Tandis que l'autre pseudo-équation serait État stratège égale
économie de marché plus société gouvernée, je n'ai pas dit hiérarchisée, mais j'ai dit gouvernée, ce qui sous-entend un principe de hiérarchie, parce qu'il y a bien ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés, tout de même, égale salvation de la possibilité d'un volontarisme politique. Alors, je développe un peu sur tout ça. L'État régulateur, c'est l'une des trois dimensions, et ce sera un rappel, c'est l'une des trois dimensions de l'État dans la théorie économique néoclassique, dominante à l'échelle internationale. Le modèle énonce, vous trouvez ça dans n'importe quel manuel, premier cycle d'économie des facultés américaines, que l'État a trois fonctions dans une économie de marché. C'est tout d'abord la collectivisation et la redistribution d'une part des capitaux et des revenus entre groupes sociaux, donc c'est prélèvement fiscal et social, impôts, cotisations et redistribution, etc. À quoi visent les politiques redistributives, celle de l'État-providence en particulier. Deuxième fonction de l'État, toujours dans la théorie économique néoclassique, la stabilisation macroéconomique, visant au soutien de la croissance économique, du taux d'emploi et tout cela dans un cadre de stabilité des prix. Donc de faible inflation. Donc c'est le rôle de l'État interventionniste développeur, dont les instruments sont bien sûr ce que l'on appelle le policy mix, c'est-à-dire le couplage entre politique monétaire et politique budgétaire, la politique de l'emploi, les possibles investissements en termes de politique industrielle ou de stratégie industrielle nationale, la politique de recherche et développement, ne soyons pas étonnés du grand agenda de politique de recherche et développement de l'Union européenne, c'est très libéral de financer la recherche et le développement par l'action publique, c'est tout à fait dans le modèle libéral. Et les politiques éducatives et de formation professionnelle, car contrairement à ce qu'on nous dit, on nous rebat les oreilles en nous disant qu'il va falloir que les usagers paient désormais, donc que les étudiants paient des fees énormes pour aller à l'université sur le mode américain, si on relit Adam Smith, si on relit tous les grands libéraux, ils vous disent que s'il y a une justification d'une dépense publique sans contrepartie, c'est bien la dépense publique d'éducation, c'est bien d'élever au maximum le niveau d'éducation of your own population, et que ça a sa logique percée, sa logique en soi, il n'y a pas à demander quelle est l'utilité sociale d'une dépense en matière d'éducation. C'est une dépense qui est en soi justifiée en pure logique, c'est dans Adam Smith, dans le texte, c'est dans la Bible des libéraux. Ils ne lisent plus Adam Smith, comme nous ne lisons plus Weber. Je passe, vous me pardonnerez mes agacements, mes saintes colères. Donc, ça, c'est la seconde fonction. Enfin, la troisième fonction de l'État dans la théorie économique classique, c'est la fonction régulatrice. Qui désigne quoi? Alors, soyez bien attentifs. Qui désigne l'action par laquelle l'État encadre et organise le fonctionnement des marchés en vue de corriger les fameuses déficiences du marché, que ce soit l'abus de position dominante, la concurrence faussée, les cartels, les externalités négatives, le déficit d'information ou une production insuffisante de biens collectifs type routes, autoroutes, voies de communication, réseaux de téléphonie, filaires, voilà. Au rebours de ce qui est souvent affirmé, l'état de la théorie économique néoclassique ne se résume pas à la fonction de régulation, laquelle de surcroît ne se réduit pas à la figure d'un état veilleur de nuit ou honnête croupier qui se contenterait d'être le commissaire-priseur du marché, selon certaines métaphores couramment utilisées par les ultra-libéraux. Donc, en toute rigueur théorique, l'état régulateur est aussi un état qui bâtit, qui fabrique des routes, qui est entrepreneur, qui est équipementier, dans la théorie des biens collectifs, qui construit, qui gère des routes et des grandes infrastructures, qui construit, qui gère des écoles et des hôpitaux, ou des universités dans lesquelles le plafond ne s'écoule pas, les professeurs sont payés, que sais-je encore. Alors, le passage à la limite ne s'est produit que beaucoup plus récemment, il ne s'est produit qu'ensuite. Et pas parmi les économistes, c'est ça qui t'intéresse. Pas parmi les économistes, mais dans les think tanks de la nouvelle droite américaine et britannique de la fin des années 70, inspirés par quelques philosophes, et non pas économistes, ultralibéraux de l'État minimum. Et ces think tanks ont influencé le programme des gouvernements néoconservateurs de Thatcher, Reagan, Mulroney, mis en place au début de la décennie 80. Négligeant la fonction de redistribution et de stabilisation avec laquelle il fallait rompre,
mais aussi l'État producteur de biens collectifs. Ces leaders d'opinion ont vendu à leurs gouvernants, ont vendu à nos sociétés, ont vendu à nos news magazines, etc. Le modèle politique, et non pas économique, et j'insiste là-dessus, le modèle politique de l'État régulateur comme étant le nouvel horizon de nos sociétés. Horizon visé par les programmes de Rollback of the State. Margaret Thatcher s'est fait élire Premier ministre avec le programme Rollback of the State, ce qui en anglais est fort. Hein. Rollback, c'est plus que le containment, hein, c'est vraiment privatisation, déréglementation des marchés, réduction des dépenses sociales, etc. Cette rhétorique, elle s'est ensuite diffusée par mimétisme, portée par l'OCDE, l'UFMI, la Banque mondiale, etc. Ce qu'on appelle aujourd'hui le consensus de Washington. Hein, qui fait qu'il y a 10 ans, on a demandé à l'Argentine de mourir, mais de mourir dans l'ordre, hein, et calmement, sans faire de bruit, dans la dignité, et de mourir. Par des solutions de potions à la manière des médecins de Molière qui tuent le malade. Bien. Et il faut souligner que l'État régulateur en ce sens n'est que la ligne de fuite d'un projet politique, en tant que tel insusceptible d'achèvement concret. Car si l'État, par malheur, devenait uniquement régulateur, devenait exclusivement régulateur, au sens restrictif des néolibéraux, c'est-à-dire une sorte de monsieur loyal qui fixe les règles de fonctionnement du marché et qui met à l'amende ceux qui violent ces règles, cela signifierait la fin du politique, comme activité ayant prétention à vouloir au nom de la nation, je prends les formules de 1781, et à imposer hiérarchiquement des orientations au marché et à la société. Si l'État devenait ce que les ultralibéraux veulent qu'il devienne, un État uniquement régulateur et exclusivement régulateur, eh bien l'État s'abolirait comme entité politique, pour se réduire à un producteur de droit pénal et civil, doublé d'un courtier du marché et d'une autorité judiciaire qui emprisonne les méchants. Et les voleurs, surtout les voleurs. Autant dire que le passage au réel d'un tel modèle, en fait, n'a pas de plausibilité sociopolitique. Il n'en a jamais eu. Il est une asymptote, il est un horizon qu'on sait ne pas pouvoir. Et il n'empêche que son potentiel de séduction est grand et durable, ce à quoi, à mon avis, 4 facteurs concourent. D'abord, le modèle de l'État régulateur est en intime connivence avec celui de l'État de droit, à cet endroit, qui s'est imposé comme une nouvelle arche sainte dans les décennies récentes, alors même que la judiciarisation des relations sociales et la judiciarisation du règlement des différends entre humains va croissant. Ensuite, le modèle de l'État régulateur, qui ne fait plus, mais qui fait faire à d'autres, réputé plus compétent que lui, entre en résonance avec un zeitgeist marqué par la dépolitisation et la technicisation de l'action publique. Et ça constitue une commode figure justificatrice du discours de défausse, du discours de blame avoidance, hein, comme dit l'italien Gian Domenico Maioni, par lequel nos gouvernants élus cherchent à échapper à nos jugements critiques sur leur action. C'est-à-dire ruinent le circuit de la responsabilité politique fondateur de la démocratie représentative et sapent leur propre autorité. Un troisième facteur, c'est le manque de ressources budgétaires. Puisque nos États-nations, le vôtre comme le mien, sont tous en déficit, empêtrés dans des déficits publics colossaux, qui les privent de marge de manœuvre. Tandis que l'Union européenne elle-même dispose, on le voit bien, d'un budget tout petit, d'un budget microscopique. Et donc, dans ce contexte, la thèse de l'État régulateur est bien faite pour séduire tout le monde. L'un de ses instruments principaux est l'édiction de normes juridiques. Cette technique de gouvernement présente un attrait extraordinaire, elle ne coûte que les salaires de quelques hauts fonctionnaires qui draftent les textes de loi. Et ensuite les émoluments des députés qui de toute manière sont élus et de toute manière alors autant la faire des choses. Ils ne sont pas payés à la performance, donc ça change rien. Non, je vais le dire en manière de blague, mais c'est très sérieux. L'État régulateur est une théorie qui va très bien avec une période où les finances publiques sont en crise et où de toute manière on ne peut pas développer des grands programmes de TGV. Parce qu'on n'a pas l'argent pour construire des trains à grande vitesse. Hein, donc on fait de la régulation. Ah, le marché s'en occupe pas, mais on s'en occupera, mais nous on va le réguler. Bon. Enfin, l'État régulateur s'actualise aussi par la création d'autorités de régulation des marchés, des secteurs et des professions
Et toutes ces autorités dites indépendantes, parce qu'elles échappent